Autrefois, je vous ai parlé de- du Forum social mondial qui s'est tenu en Tunisie du 26 au 30 mars. Donc, je vous ai dit que c'était un feedback qu'on attendait un peu, c'est un feedback que les mondialistes un peu attendent pour voir un peu le degré de résilience des Tunisiens, de résistance et tout ça. Bon, c'est à quoi je m'attendais et vraiment, j'ai trouvé tout à fait ce que j'imaginais eh ben, sur la scène. J'ai été à plusieurs ateliers. Donc les ateliers dans lesquels j'ai été, j'étais dans l'atelier qui parlait du Mali. Bon, j'avais pris la parole, mais je ne sais pas. Bon, ça a été filmé, mais vous savez, on vous filme et on ne passe pas un peu votre intervention, ou vous ne trouvez même pas le site qui passe honnêtement un peu tout ce qui s'est passé. Bon, j'ai eu peut-être des bribes, un peu de passages que j'ai filmé. Bon, il n'y avait pas quelqu'un avec moi pour me filmer, c'est pas un problème. Mais le plus important, c'est que j'étais intervenu. Donc, l'atelier du Mali, il parlait un peu de la condition, un peu bon, de l'intervention de la France, le terrorisme qui est en train de le chapeauter, tout ça. Donc vous trouvez que le scénario c'est pratiquement le même, c'est pratiquement le même partout. Donc j'ai bien signifié que nous sommes dans une expérience qui est assez commune dans son schéma, dans son déroulement, et que c'est vraiment voir le projet de Bernard Lewis, qui était l'axe de la politique étrangère américaine depuis les années 82, et que Ronald Reagan il avait annoncé par, soi-disant, l'interface de la National Endowment for Democracy, donc, qui est en train de se concrétiser. Le réseau Gladio, il est en train encore d'opérer. Alors, dans l'atelier du Mali, il y en a qui sont des droits de l'homme. Bon, je vais pas, bon, je me rappelle plus du nom de la dame qui s'est présentée sous le parapluie des droits de l'homme. Elle a dit, voilà, on a été pris au dépourvu, comme ça, on nous a induit en erreur. Bon, je sais que ça peut pas être vrai parce que ces gens-là, ils se foutent de notre gueule, je le dis clairement. Parce qu'ils savent tout ce qui s'opère, ils ont été bien préparés dans la cuisine un peu, de la National Endowment for Democracy, sauf qu'ils veulent dissimuler ça. Bon, et ils savent bien que les djihadistes, c'est une faction de l'OTAN qui a été préparée un peu et recrutée parmi les gens peut-être qui sont un peu dans le désespoir, ou bien c'est des gens qui sont je ne dirais pas des tueurs nés, mais qui sont des tueurs convertis donc qui n'ont pas d'état d'âme, comme ceux qui les commandent, donc, comme leurs commanditaires. Alors les politiques, j'ai dit que pour être dans le politique, il faut être psychopathe. Maintenant, on dirait que c'est la règle générale, statistiquement parlant. Il y a certains honnêtes gens qui font la politique, la vraie politique, c'est vraiment c'est revendiquer et faire parvenir les soucis réels de leur population et qui sont en quelque sorte dans la proximité réelle parlementaire où ils reviennent à leur base pour poser certaines questions, faire des débats, sortir avec des conclusions, à la recherche que ces attentes du peuple soient concrétisées par des lois qui sont à même d'amener la société vers d'un déséquilibre, vers un équilibre meilleur où chacun se reconnaît là-dedans. Donc, l'atelier du Mali, donc j'avais pris la parole. Bon, je voulais conclure pour leur dire, voilà, mais finalement, arrêtons d'être dupes et que maintenant, c'est clair et c'est net que les ennemis du peuple, ce sont leur gouvernement. Donc, ça, c'était l'atelier du Mali. Bon, j'ai été aussi dans un autre atelier, l'atelier qui parlait du LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bisexual et transgender les transsexuels, tout ça. Donc, vous imaginez à l'occasion d'une révolution arabe, vous voyez un peu les gens de la LGBT venir un peu s'amener en Tunisie comme ça, on dirait qu'ils sont en train de tâtonner le terrain, de sonder le terrain, combien peut-être de déviations sexuelles, parce que ça c'est une déviation sexuelle, parce que défendre en quelque sorte et chercher même, parce que c'est ça ce qui était dans le fond de l'atelier, ils cherchaient à avoir l'écho, est-ce que les Tunisiens sont pour légaliser le mariage gay, le lesbianisme, enfin dire l'homosexualité, donc de façon à faire intégrer ça dans les lois peut-être qui sont à venir sur une société qui est en faiblesse. Voilà, quand le corps il est en faiblesse, c'est tous les bactéries, tous les microbes qui viennent gagner du terrain sur un corps qui est fragilisé. Donc, c'était clair et net qu'il y a une volonté, je sais pas, il y en a qui ont gobé ça,
Bon, on était dans un atelier, on avait bien manifesté, enfin, notre souci des problèmes de notre jeunesse, et que cette jeunesse-là, ce sont nos enfants, et qu'on ne lâchera jamais. Alors, ceux qui se trouvent comme ça dans l'homosexualité, alors, euh, c'est un comportement qui ne peut pas être, comment dire, converti à être non l'exception mais la règle. Non, ce n'est pas quelque chose d'acceptable parce que chacun de nous il vient d'un papa et d'une maman et c'est ça la dignité de l'humanité, sa continuité, c'est cet ordre des choses là qu'on essaie maintenant par la force des lois, par la force de la justice et comme depuis la Révolution française, c'est par la loi qu'on défigure tout un ordre social. Donc, il ne fallait pas qu'on tombe un peu dans ce piège-là. Donc, notre message était clair et qu'on avait bien signifié qu'on n'avait pas besoin d'instances internationales qui viennent un peu faire ingérence dans même les affaires sociales et notre ordre social établi, bien que qu'ils se sont mis à plusieurs à l'occasion de ce forum, ils sont venus de différents pays, du Brésil, comme c'est pour faire une communauté qui va pousser un peu les quelques cas d'homosexuels que nous avons, bien des transgendres et tout ça, pour essayer de leur faire soutien pour instaurer peut-être des lois et légaliser un peu cet aspect-là. Donc notre réponse, je ne dirais pas qu'elle a été farouche, mais qu'elle a mis un peu les choses à leur place. Et quand on a eu cette réaction-là de la part de quelques intervenants dont je faisais partie, donc on a dû imaginer, maintenant, c'était, comment dire, j'ai chapeauté une équipe de 10 personnes et tout ça, où la question qui se posait, la vie un peu de l'homosexuel au travail. D'ailleurs, j'ai commencé là, dans ce groupe, on se connaissait pas. Et voilà, j'étais dans ce groupe-là, donc j'ai pris les paroles, je leur ai dit voilà, je vais vous faire le dictateur, alors si vous sentez que je suis dictateur, alors vous me disiez dégage, comme à la Révolution française. Donc on va commencer, donc il n'y a pas mieux qu'un homosexuel qui puisse parler de son homosexualité. Alors j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est homosexuel dans le groupe? Alors un jeune, il a dit, voilà, moi je suis homosexuel. Donc alors, on lui a donné la libre parole pour dire un peu comment il mène sa vie d'homosexuel. Donc il n'y a pas mieux que lui qu'il puisse exprimer un peu comment il vit son homosexualité en Tunisie, dans un pays, enfin, un pays qui est musulman, où l'homosexualité est quelque chose de mal vu et c'est une déviation. Ça ne peut pas être qualifié d'autre chose. Mais face aux déviations, on ne tue pas la personne parce qu'elle est déviée. On essaie de la comprendre, parce que finalement, ce sont nos enfants. Donc ce qui fait, il faut toujours chercher la solution. Donc notre groupe là, il était pratiquement dans l'harmonie. Et d'ailleurs, celle qui menait le débat, enfin pas le débat de tout l'atelier, je veux dire, pas pour notre groupe, quand j'allais prendre la parole, parce que mon groupe il m'avait désigné un peu pour être son porte-parole sur cet atelier, sur ce sujet-là, donc elle a présenté mon intervention en disant il faut être tolérant, il faut être ceci, cela. Alors pour veiller, écouter monsieur, donc je lui dis, je me demande pourquoi est-ce que vous faites une telle introduction pour dire enfin il faut être tolérant, mais nous sommes un pays tolérant. Mais sache que tolérance, ça ne veut pas dire bêtise. Donc, c'était le deuxième atelier. Troisième atelier, bon, j'ai été aux ateliers qui parlent des minorités. Alors, c'était l'atelier qui s'occupait des Amazirs. Donc, j'avais quelque chose qui est en tête, toujours, que je sais qu'un peu ce qui se prépare un peu pour la région du Nord-Afrique. Donc, le projet de Bernard Lewis, qui vient dans son optique de fragmenter le Maghreb arabe en deux, comment dire, rives, un peu la rive nord, la Libye et l'Algérie, qu'ils veulent la partager en deux pour mettre un peu une population amazigh, un État amazigh, là où il y a toutes les richesses et les minéraux et tout ça. Mais c'est clair, donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser, on essaie d'utiliser une minorité pour faire plus de divisions et desquelles, c'est pas les Amazirs peut-être qui vont profiter, mais c'est l'oligarchie mondiale qui va utiliser un peu ces minorités comme prétexte pour fragmenter davantage les pays. Donc c'était le processus. Bon, j'ai suivi un peu l'atelier, un peu les calvaires
bon, c'est pas un calvaire, peut-être un peu, c'est les Amazirs qui parlent un peu de leur situation pendant le régime de Bourguiba, de Ben Ali et tout ça. Donc ils sont exprimés sereinement un peu ce qu'ils n'approuvaient pas et tout ça. Mais là, j'ai pris la parole aussi pour attirer leur attention qu'on n'utilise pas la faction, soi-disant amazir, comme une minorité pour détruire un pays. Donc ils ont le droit, parfaitement le droit, de revendiquer leur origine et tout ça. Là, personne ne peut nier ça. Mais sauf que j'ai attiré l'attention pour qu'ils ne soient pas exploités en tant qu'alibi et un outil pour fragmenter un peu encore les États africains, entre autres la Libye et l'Algérie. La Tunisie est épargnée. Bon, donc maintenant j'arrive au troisième atelier pour prendre le relais avec à quoi j'ai assisté au Forum social mondial. Là, j'arrive à la peine de mort. Donc la peine de mort, c'était un atelier qui parlait de ça, et la bonne dame qui chapeautait l'atelier, elle est venue un peu en retard. Elle est aussi avocate de formation. Donc le débat a commencé par un jeune homme qui est du Congo, là, et il est sous le drapeau d'Amnesty International. Vous connaissez à travers Madame Garrigos ce qu'on peut se permettre dans Amnesty International, hein, faire de fausses allégations de torture comme en Libye, et sur ces dires on avait construit pas mal de choses, et qui ont vraiment défiguré un peu Gaddafi pour excuser, enfin pour comment dire, justifier l'amplification en boule de neige d'une image dictatoriale de Gaddafi qui justifiait un peu l'intervention de l'OTAN au niveau de la Libye. Donc vous voyez, les droits de l'homme, maintenant je me méfie. C'est clair que je me méfie quand c'est la même dame qui dit que Gaddafi utilise des milices, et après au mois de mai, bon, on a fait les premières déclarations au mois de février, vous pouvez voir la vidéo de Julien Tail, et tout d'un coup, le mois de mai, elle dit que c'était de l'intox. Donc il n'y avait pas ni de milice, ni rien du tout, mais après quoi? Après qu'ils ont conclu un peu tous leurs contrats, à Benghazi, la nouvelle banque centrale, ils ont conclu des contrats sur le pétrole et tout ça. Donc ça veut dire que le cheval de Troie, c'était des gens qui parlent du droit de l'homme. Bon, bref, je reviens à la peine de mort. Donc dans cet atelier-là, il y avait une jeune fille qui, au départ, elle pensait que la peine de mort, elle est tout à fait justifiée face à des crimes barbares, odieux de tout genre, comme pédophilie, comme assassinat, comme tout ça. Et à la fin comment dire, de l'atelier, la jeune fille, elle a exprimé un peu sa conclusion, un peu de tout ce qui... Elle tournait un peu dans l'atelier, où pourtant il n'y avait pas beaucoup de personnes, il y avait toujours 3 personnes. C'est un atelier qui a été des vérités, quoi. Mais bref, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que pensent nos jeunes, un peu comment ils se comportent vis-à-vis de ce qu'on leur propose. Je sais que ce qu'on leur propose, c'est des... comment dire, c'est des messages qui sont déformés. Donc la jeune fille, elle finit par dire que maintenant j'ai changé d'avis. Je suis pas contre je suis contre la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Et tout ça a reposé sur quoi? Parce que la dame qui chapeautait un peu l'atelier qui parle de la peine de mort, qui est avocate, elle a donné toujours le même prétexte quand vous sort erreur judiciaire et tout ceci et cela. Donc, si vous parlez d'erreur judiciaire, autant corriger l'erreur judiciaire, que vous ne soyez pas dans l'erreur judiciaire, que vous faites vos enquêtes en bonne et due forme, et non pas dire, à cause de l'erreur judiciaire, on risque de donner un verdict qui devrait mériter une peine de mort, et que monsieur soit une victime d'un verdict faussé. Donc, sous ce prétexte-là, on va abolir la peine de mort. Alors que la jeune demoiselle qui était tombée dans le processus-là, ne savait pas que l'abolition de la peine de mort, elle n'est pas faite pour les citoyens ordinaires, mais elle est faite pour les crapuleux de la secte gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, enfin, sous cette abrogation de la peine de mort, toutes les crapules politiques peuvent se permettre d'assassiner n'importe qui au bout d'une année, peut-être de 2 ans, et même elles peuvent être bien chéries en prison là, et même elles peuvent ne pas être en prison, et personne ne peut se rendre compte ou savoir quoi que ce soit, quand on a des médias alors là qui sont vraiment au bot un peu d'un gouvernement. Donc, au bout de 2 ans, monsieur il va se trouver libéré pour bonne conduite. Et donc, sa victime qu'il a tuée, peut-être, tant pis. Donc,
Voilà.